Nouvelle table ronde pour cette première journée d'académie dans le cadre de Métropolisme sur la question de la ville réversible. Il y a quelques semaines ou quelques petits mois, j'ai eu la chance d'assister à une présentation, une conférence de Francis Pisani à l'auditorium du Musée Fabre et qui était sur la question de l'urbanocène, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle beaucoup de l'anthropocène, on parle beaucoup de la façon dont l'activité de l'homme peut impacter sur la nature. Et Francis a la particularité d'être un grand spécialiste des mégapoles mondiales pour les avoir pratiquées, voyagées, analysées, étudiées, écrites. Et à partir de là est née l'idée de ce plateau. Nous avons échangé rapidement. Il m'a dit « J'ai ce qu'il te faut, un casting de rêve, à 2 tiers féminins. » Et Francis habite à Barcelone. Il dit j'ai une Barcelonaise parfaite, Carmen Santana. Ça bouclait parfaitement avec la discussion que j'avais eue avec Christophe Pérez juste avant, où il m'avait parlé aussi de vous. Et Endurance est rentré dans la confidence. Donc, ça va donner lieu à cette présentation qui est sur un mode assez informel, mais où il va y avoir des passages de témoins sur cette question de la ville réversible comme un outil du développement durable des villes. Et je vous laisse la parole, il y aura quelques exemples et images à visionner. Merci, bonjour. Alors, d'abord, est-ce qu'on pourrait avoir la première image? Pas celle-là. Voilà. L'idée, c'est quand même de dire que traditionnellement, le bâti, ça ne bouge pas beaucoup. Et le meilleur exemple qui me soit passé par la tête, c'est les pyramides. Ça fait quelques millénaires qu'elles sont là et elles ont encore, malgré les mésaventures de tous ordres, une bonne chance de rester là pendant encore quelques temps. Ceci dit, alors Vincent a choisi réversible, mais moi j'aime bien temporaire. Anne adore mutable. Carmen préfère capable. Donc on va d'abord discuter du mot. Mais avant encore de discuter du mot, vous êtes architecte, c'est une question simple. C'est quand un architecte construit, c'est pour combien de temps? Vous avez un micro, si ça ne vous gêne pas, vous pouvez vous le partager. Bonjour tout le monde. Nous, on aimerait bien que ce soit pour toujours. Mauvaise réponse pour commencer. Le mot, pardon, excuse-moi, les pyramides m'ont un peu confondu. Donc, quand tu construis quelque chose, c'est pour combien de temps? Vu l'effort, vu la trace écologique que ça nécessite, le fait de construire aujourd'hui, parce qu'on n'est quand même pas encore dans des systèmes qui sont des Lego rapides, capables d'être démontés, redémontés ailleurs, réutilisés, on espère que ce soit pour quelques années. Donc on essaie de le faire quand même bien et qu'il soit, ces volumes capables, réversibles, mutables, comme les mots que tu as utilisés tout à fait au départ, enfin, je pense. Anne. Moi, de manière traditionnelle, je dirais aussi pour toujours, d'autant que les ressources sont rares et qu'il faut économiser, qu'on est dans des questions de recyclage. Et en même temps, un voyage au Japon où ils construisent, en dehors du temple d'Isée qui existe depuis toujours, même s'il est reconstruit. Ils savent construire, quand ils construisent, ils peuvent construire pour 40 ans. Ils ont une durée. Et j'ai trouvé ça quand même assez incroyable et assez magnifique pour se dire que la ville pouvait se renouveler et se construire l'une sur l'autre. Enfin, être permanente dans cette reconstruction. Mais elle pose vraiment la question des énergies et de l'économie à obtenir. Alors, au Japon, où j'ai vécu un peu, ils font des temples depuis des millénaires qui sont en bois et qui sont toujours les mêmes, mais qui sont renouvelés constamment. Donc il y a une tradition. Ceci dit, tu viens de mentionner 40 ans, et Ricky Burdett, qui est le responsable des villes à London School of Economics, parle de constructions qui aujourd'hui sont pour 35 ans. Donc c'est programmé pour 35 ans, et il donne l'exemple d'un architecte de Shanghai qui lui a dit, il n'y a pas longtemps, au début du XXIe siècle, il y a 8000
immeubles de 20 étages qui ont été construits et je les verrai détruire. Donc on est sur, et ce n'est pas du tout notre notion de réversibilité ou de temporalité ou de mutabilité, on est aujourd'hui dans des conditions qui posent problème sur une construction architecturale qui n'est plus faite pour durer très longtemps, en tout cas dans un grand nombre de cas. Alors maintenant, on va commencer par une chose un peu abstraite, mais qui est quel mot? Carmen, toi, tu aimes le mot capable. Alors, une architecture capable, ça veut dire quoi? Par rapport à ce que tu disais avant sur la durée, une capacité de vie de 35 ans, 40, enfin, moi je trouve franchement que c'est une hérésie écologique, mais ça c'est encore un autre débat. Tout dépend comment on construit, c'est encore la même chose. En France, on est en train encore de construire avec des murs porteurs, enfin des gros murs en béton troué. Et ça, recommencer dans 35 ans, c'est une aberration. Mais ça a à voir avec la manière de construire, la déstandarisation en fait de la construction. Moi, je trouve que le fait de parler de volume capable parle aussi des humains capables. Enfin, tu vois, regarde, la question qui a été posée tout à l'heure à Vincent était quand même très intéressante, en disant mais ça, dans 10 ans, ça va pas être là. Et ça fait partie de l'urbanisme transitoire, celui dont on parle ici au temporaire. La réponse que tu as donnée était brillante. Je veux dire, on verra. On verra qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, quels seront nos usages, quelles seront nos nécessités, comment aura évolué le quartier, etc. Donc, quand on parle de volume, moi j'aime bien parler de capable, c'est en fait tout ce qui dure va pouvoir, ce qui va durer, c'est ce qui va être capable de se transformer, de s'adapter. Et ça commence par les humains, ça commence par nous. Si nous ne sommes pas capables de travailler dans une vision holistique, un réseau ouverte, en co-création, on va pas faire le feu. La preuve, c'est qu'on n'a qu'à voir la planète comme elle est aujourd'hui, hein, avec tous ces sachants qui ont décidé comment il fallait qu'on travaille. Donc voilà, pour moi, c'est pour ça que j'aime bien parler de capacité, parce que ça affecte aussi à l'humain. C'est pas uniquement le bâti. Anne, quel est ton mot préféré? Bon, tu l'as dit, moi c'est mutabilité, mais je veux bien rebondir sur ce que vient de dire Carmen, sur la notion d'attitude. Quand je parle de mutabilité, je pense qu'au départ, les gens se disent, bon, oui, c'est passer d'un espace ou d'un usage à un autre. Et la mutabilité, j'ai fait une thèse et un ouvrage là-dessus. Au bout du compte, au bout de quelques années, en fait, je me suis dit, la mutabilité, ça dépasse vraiment le support spatial. C'est vraiment un état d'esprit, donc qui demande plein de choses. Mais donc, pour moi, mutabilité par rapport à réversibilité, et j'ai une raison, c'est que réversible, ça vient d'une notion juridique qui veut dire retourner un bien à son propriétaire. Ensuite, c'est devenu retrouver, ça peut se faire dans un sens ou dans un autre. Et ça m'a interrogée. Je me suis dit, non, faire la ville, c'est un acte engagé. Donc, on ne peut pas la faire comme ça ou comme ça. Donc, c'est pour ça que je suis arrivée à cette notion de mutabilité qui, je l'explique en 2 mots, déjà dans son terme, comprend la question de muta, de processus, et d'événements instantanés. Donc, il y a les 2 temporalités qui sont présentes dans ce terme, et c'est pour ça qu'il m'intéresse d'autant plus que d'autres, même si je sais que les autres parlent plus, pour l'instant. Tu as écrit donc un livre qui s'appelle « La mutabilité urbaine ». Exact. Si ma mémoire est bonne. Une petite pub, oui, c'est vrai. Et quand je t'ai interviewé il y a longtemps, il y a 1 an au moins, quelque chose comme ça, j'avais proposé le mot adaptabilité et tu m'as dit non, ça ne suffit pas parce qu'il y a la notion d'anticipation. Est-ce que tu pourrais développer un peu cette notion qui fait que dans ta mutabilité, tu mets beaucoup de choses? Oui, donc pour poursuivre, j'ai en effet un peu travaillé sur l'étymologie des mots, et dans l'adaptabilité, c'est aussi un terme qu'on utilise souvent, il y a la question que finalement c'est l'homme et c'est les éléments extérieurs qui s'adaptent à un contexte. Or, je pense que dans la ville future, si on veut tous réussir à ce que ce soit pérenne ou que ce soit adaptable, enfin il y a cette logique d'accueillir le changement. Et d'ailleurs, si je dois définir la notion de mutabilité, c'est des villes capables d'accueillir le changement et favoriser les possibles, c'est-à-dire de laisser du vide, de laisser les choses
possible pour se faire. Et donc, ça nécessite tout un type de conditions et avant tout un état d'esprit ouvert. Alors, je voudrais vous interroger toutes les deux sur 3 mots. Le premier, c'est résilience. Ça a l'air, commencer par des mots, ça peut être un peu emmerdant, mais ça permet de voir de quoi on parle. Et je trouve que ce qui est très intéressant quand on discute avec, on a le privilège de discuter avec des architectes, c'est qu'il n'y a pas que des graphiques, il n'y a pas que des images, il n'y a pas que des pierres, il y a toute une réflexion derrière. Et c'est comme ça qu'on va rentrer, et on vous montrera quelques images, c'est comme ça qu'on rentre dans le sujet. Résilience. Je pense que Anne vient de le dire et de résumer parfaitement et brillamment, c'est accueillir le changement et non pas le subir. C'est pas ça la définition. Non, toi qui as cité Anne, moi j'aurais cité un autre morceau de Anne qui est, quand elle dit réversible, c'est revenir en arrière. La résilience, c'est la capacité de ramener quelque chose qui a subi un choc à l'état antérieur. Et donc moi personnellement, je suis contre résilience pour les raisons que vient d'évoquer Anne, qui sont la notion de mutabilité, de capacité de s'adapter et d'anticiper. Aïe, quelle horreur, dit-elle. Non, c'est vrai que dans non, c'est ça aussi. On va finir sur les questions des mots, mais c'est vrai que c'est important, et que c'est un terme aussi qu'on entend beaucoup. Et la question de la résilience, c'est faire face ou suite à une catastrophe. Et quand on écoute Buzz Holling, qui a travaillé sur l'écologie urbaine, le premier, il dit que c'est revenir à l'état antérieure, donc retrouver l'identité première de la ville. Or, quand une ville a connu une catastrophe, elle revient jamais à l'état antérieur. Et en plus, aujourd'hui, on travaille plutôt à savoir comment éviter, enfin, c'est ce sur quoi, à mon avis, il faut travailler, comment éviter la catastrophe. Donc, c'est pas attendre, c'est plutôt, voilà, encore à nouveau, créer le contexte pour... Mais il va falloir être plus précis maintenant et vous donner des exemples. Scieur, comme vous me connaissez, c'est pas éviter la catastrophe, c'est créer les conditions de récupération rapide. Et le mot résilience est devenu très important dans les villes à partir de l'ouragan Sandy en 2012 à New York. En gros, pour la première fois, ils ont un cyclone tropical à New York, qui est quand même pas tout à fait au sud, et ils n'avaient pas du tout prévu ça. À la Nouvelle-Orléans, ils ont envisagé de se protéger avec des murailles, avec des digues. Et il y a toujours quelque chose qui fait que les digues, les murailles, ça ne suffit pas. Il y a toujours l'étape d'après, la catastrophe plus grande. Et donc, ils ont commencé à envisager un changement d'attitude qui consiste à pouvoir rapidement repartir de l'avant. En gros, il y a la notion de rebondir, mais c'est pas exactement ça. Mais c'est cette capacité de repartir vite en avant qui me paraît très importante et qui permet que la population souffre moins, ou pendant en tout cas moins longtemps. Et un dernier terme qui pour fâcher un peu plus Carmen, c'est la notion de liquide. On entend beaucoup. Donc liquide, c'est un mot qui vient de Zygmunt Bauman, qui était un sociologue polonais installé aux États-Unis après la guerre, et qui dit la modernité, c'était quelque chose de solide. Et donc ça se rapporte directement à la notion de bâti. C'était de la pierre, c'était des infrastructures, c'était des choses qui étaient fixes et qui ne bougeaient pas. Et on est dans une époque où les choses changent de plus en plus, et donc il parle de postmodernité liquide. Il parle d'une modernité liquide ou d'une étape liquide de la modernité. Et moi, je pense... Alors, j'ai un problème avec le mot liquide parce que j'ai du mal à l'appliquer à la construction, qui ne sont pas liquides, mais cette notion de passer d'une étape à une autre avec des choses qui changent... Et par exemple, c'est le fait qu'on passe beaucoup du hardware au software. L'essentiel, c'est moins l'ordinateur que l'application et que le programme. Il y a donc tout... Vous parliez à un moment donné de changement d'état d'esprit. Ce sont des manifestations, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, de ce changement d'état d'esprit nécessaire pour aborder les choses d'aujourd'hui. Oui,
Moi, j'aime beaucoup cette définition, oui, effectivement, que donne Bauman du monde, de l'état du monde, et qui a à voir avec la liquidité, en même temps le chaos, la complexité. Il parle aussi, il fait référence à toute cette détresse finalement qu'ont subi les humains dans ce monde qui est hyper connecté, où on a de l'ultra-information, où tout va trop vite, il y a une pornographie de nos vies, de ce qu'il faut faire, pas de laisser faire, on n'en fait pas assez par rapport aux autres, etc. Donc cette fragilité de l'humain est intéressante pour parler, quand on commence à fabriquer les villes en fait. Quels nouveaux outils pourrait-on trouver ou pourrait-on avoir pour essayer de co-créer ensemble, de se rassurer, d'avoir un rêve commun, de faire un possible commun, d'ouvrir une porte vers un certain avenir qui résolve justement ces côtés accueillir, je ne sais pas dire, mais la résilience, ou accueillir cette transformation qui peut venir, ou des pluies torrentielles, ou des grandes canicules, etc. Je pense que la question de ce monde liquide vient de cette complexité par plein de choses qui sont attenantes aujourd'hui au fait de faire la ville, au fait simplement de vivre. Et donc il faut qu'on trouve des nouveaux outils. Je veux bien rebondir sur le plan guide de l'île de Nantes qui peut paraître peut-être surprenant, mais je ne sais pas si vous connaissez, mais parce qu'on parle de monde liquide, donc ça veut dire que c'est suite au monde solide. Et si on parle vraiment de ville, c'est la deuxième slide de Anne avec côté gris. Voilà. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai que on s'interroge à comment on va faire les villes dans le futur, sachant qu'on a changé nos méthodes, enfin que tout s'est accéléré. En effet, il y a plein de problématiques qui se posent. On les connaît un peu maintenant par cœur. On était dans la planification toutes ces dernières décennies pour fabriquer les villes, et c'était une période de pleine croissance. Aujourd'hui, le monde change, on change de paradigme, et donc c'est vrai qu'il faut inventer des outils. Et je ne vais pas vous dire que c'est un outil modèle, mais malgré tout, le plan guide, c'est quelque chose qui a été mis en place en 1999 par Alexandre Chemetov. C'est une image complètement abstraite que je vous montre, mais malgré tout, ça reste intéressant. C'est-à-dire que c'est un quartier qui était une île à moitié industrielle, et on s'est demandé qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines années de ce quartier. On ne peut pas tout projeter parce qu'on a plein d'incertitudes. Et du coup, l'outil qui a été inventé, c'était de structurer le quartier, les 300 hectares, avec... donc au-dessus, c'est c'est tout jaune, c'est donc des grandes parcelles où il y avait des usines. Et ensuite, c'est structuré avec des voies. Donc tout ce qui est blanc, c'est les routes et les espaces publics. Donc c'était un premier plan pour dire, on ne sait pas où on va, mais en tous les cas, on peut déjà créer les espaces publics qui vont être les lieux fédérateurs, les lieux de fluidité, les lieux qui vont permettre d'accéder à chacune des parcelles. Et par contre, à l'intérieur, on ne sait pas du tout ce qui va s'y passer à l'intérieur des îlots, et on va y aller petit à petit. Et donc cet outil, pour moi, c'est quand même... Après, on pense ce qu'on veut de ce qui s'est réalisé ensuite, mais pour moi, c'est pas le propos. C'est déjà même si c'est important, mais déjà de se dire qu'on a créé un outil, on savait pas où on allait, qui était non coercitif et qui permettait le dialogue. C'est-à-dire parce que le foncier n'appartenait pas à la ville, donc chaque parcelle a été négociée avec le propriétaire. Et je trouve que ça, c'est une manière de s'orienter vers quelque chose d'assez souple. Et je peux vous dire, en étant dans l'opérationnel, que c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a plein de plans guides qui se dessinent partout. Et en fait, que ce soit les aménageurs, les urbanistes, les architectes, ils ne savent pas laisser du blanc. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de tout programmer, tout projeter. Carmen. Tu as raison de donner cette référence, effectivement. Alors, je n'avais pas fait le lien avec la liquidité, mais pourquoi pas. Effectivement, moi, je parle plutôt d'espace public comme opportunité. Opportunité de co-construire et de créer la ville sur cette échelle qui nous est chère à nous, qui est l'échelle un cœur, qui est l'échelle du vivant comme infrastructure, c'est-à-dire les humains, la flore, la faune, en lien avec l'espace public. Et effectivement, c'est asseoir d'abord cette couronne, enfin, ces vertébrats,
ces axes qui sont vertébrateurs et qui sont faits par la population, puisque qui mieux que les habitants d'un quartier connaissent quels sont les lieux où il faut faire les places, les placettes, les connexions, etc. Donc oui, effectivement, c'est l'espace public comme opportunité pour asseoir une ville co-construite. Si je comprends bien, vous remettez toutes les deux en question quelque chose qui est fondamental dans la France, dans laquelle je crois nous sommes tous nés, c'est la planification. Moi, en partie, quand même, oui. Bon, évidemment, tout ne peut pas être spontané et anarchique. C'est pas ça l'urbanisme réversible ou la mutabilité. Parce que pour qu'il y ait mutabilité, il faut qu'il y ait des... Si on parle des temporalités, pour qu'il y ait mutabilité, il faut qu'il y ait des périodes stables, sans changement, pour que ensuite il y ait un changement. S'il y a du changement permanent, c'est le chaos, c'est la guerre. Donc l'urbanisme réversible demande une certaine planification, enfin certains éléments planifiés, comme là on voit les espaces publics, mais certainement pas la manière dont on a fait les villes dans les années 60. Et on pourrait donner l'exemple de Mexico. Alors Mexico, parce que j'ai travaillé sur Mexico. Alors là, je vais vous montrer une image. C'est la première image de Anne. Qui est assez paradoxale par rapport au sujet, mais je la trouve intéressante. Si vous allez voir, vous allez être... Non, je ne sais pas si vous connaissez ce type de projet. La première. En fait, au Mexique, vous connaissez Mexico, on la nomme aussi monstruopole. C'est-à-dire que c'est une ville qui s'est développée de manière spontanée. 40% des constructions sont informelles. C'est de l'urbanisme informel. Mais c'est pas l'image que tu montres. Et évidemment, c'est pas l'image que je montre. Je montre l'image. Donc, c'est des coulées urbaines. Et là, c'est le contraire. C'est quand Mexique décide de planifier. C'est pour ça que je peux être contre la planification. C'est que quand le Mexique décide de planifier, eh bien, il fait réellement ce type de projet. Et ils ont tartiné le pays jusqu'à faire 2500 maisons par jour, des maisons toutes identiques, 3 mètres sur 12. Et donc, aujourd'hui, ce sont des quartiers complètement abandonnés alors qu'ils n'ont même pas 10 ans. Et donc, ça pose vraiment la question de l'investissement des habitants. Quand on fait de l'urbanisme informel, ben finalement, on a une ascension de l'habitant parce qu'il s'implique dans sa ville, parce qu'il se reconnaît. Il crée une identité en s'impliquant alors que dans une ville comme ça, eh ben, les gens partent et sans parler de tout le gâchis environnemental que ça pose. Oui. Moi, je dirais pas tant que la planification, il faut qu'elle disparaisse. Je pense que la planification telle qu'elle a été faite aujourd'hui ou pensée jusqu'à aujourd'hui est effectivement obsolète. Elle est obsolète parce qu'elle ne parle pas des usages. Elle part simplement d'une répartition du sol et très souvent, elle n'était même pas mixte. C'est-à-dire, on avait là la manière de vivre les bureaux, les logements, les activités. Aujourd'hui, la question, c'est surtout comment on intègre ce vecteur temps en urbanisme. C'est-à-dire comment on arrive à créer un urbanisme qui soit flexible dans le temps, adaptable à ce qui va se passer, aux usages qui vont émerger, qu'on ne connaît pas aujourd'hui, aux populations qui vont arriver, on ne sait pas non plus comment elles sont, à la manière de faire des familles, à la manière comment on va travailler, à la manière comment on va produire, qui change d'année en année, pour le dire. Donc du coup, je pense que Saskia le dit, il faut travailler sur un urbanisme à code ouvert qui simplement met l'espace public comme une infrastructure réellement structurante de cette planification, et le reste on va voir. On va voir comment, et surtout pas, c'est vrai que la planification qu'on a en tête, surtout la française, elle est, les volumes sont comme ça, les retraits sont comme ça, on fait 3 mètres par-ci, 2 mètres par-là. Effectivement, c'est pas ça. Il faut que l'architecture soit un corps qui puisse évoluer avec le temps, et forcément l'urbanisme doit pouvoir être support de cette architecture. Alors Mexico, il se trouve que là aussi j'y ai vécu, mais là 15 ans. Et le quartier dont tu n'as pas montré l'image, enfin la zone, ça s'appelle Netzahualcoyotl, c'est la plus emblématique, elle fait plus d'1 million de personnes. Et je me rappelle, c'était en 85 ou quelque chose comme ça, j'ai interviewé un responsable politique, il m'a dit c'est très simple, on laisse les gens y aller, ils sont dans la boue, ils se démerdent, et quand ils sont assez nombreux, on
on apporte l'infrastructure. On commence à construire des routes, on commence à construire l'électricité, ce qui veut dire que pendant des années, et quelquefois beaucoup plus longtemps que des années, les gens font le coût de l'investissement, qui est un coût social énorme, considérable. Il faut marcher dans la boue pour arriver loin à prendre généralement pas un autobus, mais enfin un moyen de transport qui amène au centre de travail. Et donc, Mexico est déchiré entre ça, qui est la stratégie d'ensemble des autorités pour ne pas avoir à faire un investissement lourd, et du coup, en réaction à ça, ce que tu as montré, qui est plus tardif, et dans lequel on fait des maisons qui sont toutes les mêmes, exactement comme tu dis, avec tous les mètres, la taille de chaque maison, la taille de chaque pièce, etc., est fixée dans un plan, et c'est imposé aux constructeurs qui se précipitent dessus et qui font des maisons pour tout le monde. On reviendra plus tard, quand on parlera des échelles, sur cette notion de la structure nécessaire et de l'innovation nécessaire de la liberté. Mais on va vous passer la parole pour une ou deux questions avant de continuer avec tous les niveaux auxquels on peut s'adapter, révertir, enfin, ce qu'on veut, muter comme on veut. Question ? Bonjour, merci. Alors j'ai vécu au Togo et par rapport à il y a un cas qui m'intéresse quand vous dites le responsable politique qui attend que les gens habitent pour commencer à mettre de l'infrastructure. Moi, ce que j'ai vu, c'était l'inverse. Enfin, c'était que lorsque la ville se planifiait, en fait, le coût du foncier devenait déjà trop élevé pour que les gens aillent y habiter, juste parce qu'il y avait des routes et un accès à l'eau. Et du coup, je me questionne, comment est-ce qu'on peut planifier une ville informelle ou une ville organique, parce que vous voulez laisser de l'espace, et on est d'accord que ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais est-ce que quand même il n'y a pas un problème entre planification et ville organique Alors moi, j'aimerais bien revenir là-dessus un peu plus tard, dans la séquence d'après, quand on verra les différentes échelles, parce que je voudrais qu'on parle de cette notion d'espace ou de blanc, comme dit Anne, au niveau de l'appartement, au niveau de l'immeuble, etc., au niveau des villes. Et je montrerai des photos avec deux exemples où on trouvera ça. Ceci dit, moi, quand je suis arrivé à Mexico et que le gars m'a dit ça en 85, je me suis dit, c'est pas bête. C'est dramatique pour les gens, mais c'est pas belle parce que du coup, les gens, ils ont choisi l'endroit en fonction de certains critères multiples, et du coup, on leur rapporte ce dont ils ont besoin et ce qu'ils demandent. Ceci dit, le coût social est considérable, et je trouve que la réponse de tout à l'heure c'est un équilibre entre une structure proposée et une vie et une dynamique qui s'impose est intéressante. Par exemple, j'ai vu un autre cas de ville, enfin je ne l'ai pas vu, mais j'ai interviewé le gars qui l'a conçu. C'est une ville qui s'appelle Sri City, c'est au nord de Chennai en Inde. C'est un homme d'affaires qui est extrêmement riche, qui est comme les Microsoft et autres, et qui a décidé de créer une ville. Alors lui, il dit, le problème de la ville, c'est l'emploi. Et donc, il a créé un anneau périphérique et il a invité des entreprises à s'installer à différents points de l'anneau périphérique en disant c'est vous qui choisissez les gens, c'est vous qui choisissez qui construisez les maisons, c'est vous qui prenez la responsabilité de ça. Je ne dis pas que c'est bien et je n'ai pas pu aller voir ce qui se passait, mais c'est un exemple de quelqu'un qui a essayé de mettre un minimum puis d'inviter des gens et en laissant beaucoup de liberté. Une autre question ? Oui, merci d'abord d'avoir marié l'architecture et l'urbanisme dans cette notion d'adaptabilité. J'interviens au titre du président de Sport Culture 2020, qui est une association qui a pour objectif la mise en synergie du sport et de la culture dans l'accompagnement éducatif. Ce qui veut dire que je considère que les enfants qui sortent de l'école doivent pouvoir aller en toute sécurité dans les équipements sportifs, culturels et autres. Et j'ai une petite idée comme ça, c'est de me dire pourquoi vers nos confrères, on ne pourrait pas leur dire, à partir du moment où vous faites un bâtiment type 4, il faut que vous imaginiez qu'il puisse être divisé en deux, donc qu'il puisse y avoir de portes d'entrée, de réseaux et autres. Parce que les familles
qui occupent ces logements sont appelés à diminuer. Les enfants vont partir, peut-être qu'une autre personne va partir. Et il est intéressant d'avoir les personnes qui sont peut-être un peu âgées, qui restent dans ces secteurs-là, dans ces quartiers-là, parce qu'elles autosécurisent ces quartiers de par leur présence. Et puis, c'est peut-être pas inintéressant de leur permettre de continuer à vivre dans leur quartier. Mais pour ça, il faut que ça puisse être divisé en deux, quitte à être remultiplié après. Merci Carmen, je suis sûr que tu as des choses. Est-ce qu'on pourrait avoir la slide numéro 2 de Carmen ? Oui, tout à fait, c'est très pertinent ce que vous dites. Et effectivement, l'urbanisme est marié avec l'architecture, c'est évident. Si un plan d'urbanisme ne demande pas ces conditions-là à l'architecture, on est foutu. Parce que ça a à voir aussi avec le foncier dont on parlait tout à l'heure. Ça a à voir aussi avec le fait qu'un bâtiment ou une parcelle puisse se faire 100 logements et que demain j'en fasse 200 parce que je divise mes logements. Donc effectivement, c'est tout un... Enfin, c'est pour ça que Christophe Pérez tout à l'heure disait ça se fait peu à peu et lentement, et c'est des processus d'acupuncture urbaine qu'on essaie de voir entre tous peu à peu, parce que ça change tellement la manière. C'est apprendre à désapprendre et déstandariser la construction, qui est un monstre lourdissime. Donc vraiment, il faut faire des petites choses. Alors effectivement, par exemple, si là ça a été fait, c'est quelque chose que vous avez ici dans la ville de Montpellier par rapport à ce que vous dites sur les logements. La population est en train de vieillir. Donc aujourd'hui, acheter un 3 pièces, un 4 pièces, c'est un investissement à vie pour une famille, à vie. Comment on peut aider les gens à mieux vivre? C'est simplement, c'est imposer dans nos cahiers de charges d'urbanisme que les appartements soient joignables, adaptables. Et souvent, ça passe par laisser une porte en plus dans un mur sur le couloir pour que ça devienne demain. Vous habitez dans votre appartement, mais à côté vous avez quelqu'un qui peut vous aider puisque vous avez vieilli à faire les courses, je sais pas, ou votre enfant qui étudie 5 ans de plus qu'il y a 10 ans. À Montpellier, on a fait donc ça avec Kaufmann & Broad, c'est un promoteur sur la ZAC Port-Marianne, et on appelait ça, c'est le bâtiment Pink Garden. Est-ce qu'on peut revenir sur l'image qui était là? Et on a fait ça il y a 7 ans déjà, c'est-à-dire que la ville de Montpellier, elle innove depuis longtemps quand même, mine de rien, sauf que après ça se communique pas forcément, bon c'est autre chose. Hein. Et c'est vrai qu'à l'époque, on ne parlait pas de ça, c'est-à-dire que là, on a fait ces petites taches rouges que vous voyez. Alors le premier plan, la grosse tache en bas, c'est un espace partagé commun que vous voyez dans le rez-de-chaussée du bâtiment, et qui aujourd'hui, les voisins l'ont investi comme un gymnase et un lieu pour garder les enfants, mais demain, ça pourrait être autre chose, parfaitement. Et dans les étages, ces petites taches rouges là que vous voyez aux étages, ce sont ces images, les pertes là que vous voyez, qui correspondent à ce qu'on appelait les extra space, c'est-à-dire que vous achetez un T2 et vous n'avez pas la possibilité d'accéder à un T3 parce que la différence de prix est trop importante. Par contre, en mettant en place ces petites cellules qui faisaient moins de 9 mètres carrés, on rentre pas dans la dynamique d'une chambre en plus, et ce qui faisait que vous pouviez avoir la possibilité d'avoir soit un studio pour travailler, soit pour faire de la musique, de la télé, ce que vous voulez. C'est aider à vivre les familles. Et ça se visite et c'est en place à Montpellier. Donc, il faut effectivement, et c'est des petites touches. C'est en faisant des petits bâtiments comme ça à droite, à gauche, qu'on a réussi aujourd'hui à mettre en place des plans d'urbanisme qui mettent ça dans les cahiers de charges comme une prescription absolue et irréversible. C'est peu à peu. Parce que vraiment, la déstandarisation nécessite un effort de tous. Hein. Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter en dehors du fait que c'est très compliqué, je trouve, de convaincre, je vais dire, les promoteurs d'aller jusqu'au bout parce que ça coûte plus cher. C'est pas forcément, c'est comme dans les espaces mutualisés, partagés qu'on développe de plus en plus déjà dans l'habitat participatif et parfois dans les opérations immobilières. Mais c'est un engagement et un combat de tous les jours que d'aller jusqu'au bout parce que voilà, c'est un coût supplémentaire. Je voudrais Pardon, Francis, juste pour la question du coût est importante quand même parce qu'il y a pas mal de promoteurs aussi dans la salle. Et c'est une question aussi de où est-ce qu'on met les curseurs et quel est l'intérêt collectif? À un moment donné, je vois certains promoteurs qui sourient derrière, c'est la question de quand on construit un poteau-poutre, quel qu'il soit, je parle même pas de bois. Si on arrive à faire du bois, c'est tant mieux, mais on ne pourra pas tout faire en bois puisque aller planter des arbres à des millions de kilomètres plus loin pour faire nos villes en bois, c'est quand même moyen. Mais ça, on peut en reparler aussi sur le bilan carbone. Ce qui est important, c'est essayer de gagner du temps. C'est-à-dire, et quand on travaille sur des Lego, tu vois, des systèmes constructifs qui peuvent être de la mécano, quelle qu'elle soit, du préfabriqué, on gagne du temps. Donc on gagne de l'argent, on fait moins de nuisances par ailleurs, et ça permet de rentrer dans cette équation
qui n'est pas forcément plus cher à la fin. Mais ça nécessite encore une fois des nouvelles manières de travailler tous ensemble, d'ouvrir le spectre de ce qu'on sait déjà faire, et ça nécessite des heures en plus, c'est évident. Et c'est là où parfois les frictions sont importantes. Mais c'est pas une question de coût, hein. Le parking de la gare Saint-Roch, il est exactement dans le coût qui était demandé pour un concours public. On n'a pas dépassé il est minime, le dépassement c'est 1%. C'est simplement se poser les questions pertinentes entre tous, comment on le fait? Moi, je voudrais montrer 2 slides, Eric. La première de mes slides, c'est des constructions à partir de containers. Ça, c'est en haut un hôtel à Hong Kong, dont l'idée, c'est que quand il y a plus de gens, on met un container de plus et on peut loger plus de gens. Et l'autre, c'est un quartier à Londres, où l'utilisation des containers d'une façon un peu sophistiquée peut permettre de changer les configurations. Et j'ai vu, mais je ne vous ai pas imposé l'image, un projet accepté de containers, après celle-là, enfin, en Inde, à Mumbai, de 30, un gratte-ciel de 30, je ne sais plus quelle taille, un gratte-ciel très très haut, qui est fait uniquement à partir de containers mis de façon concentrique et qui monte très très haut. L'image d'après, c'est un projet d'Éric Cassard, qui est un architecte français, auquel moi je fais partie du jury du Monde sur les villes et sur les villes intelligentes, et on lui a donné un prix il y a 2 ans. Donc ça, c'est un espace d'habitation dans lequel on a où la sphère intime, c'est-à-dire la construction ne bouge pas, mais c'est la sphère intime qui change. Encore une fois, on passe du hardware au software, c'est-à-dire que moi, j'habite dans un endroit, je reçois du monde, je peux aller dans une cafétéria ou demander une zone qui est une salle à manger dans laquelle je reçois mes invités. Et donc, on a de la mutabilité par le changement de l'occupation que nous avons du lieu. Donc ça, c'est la continuation du changement au niveau de l'habitation, en gros, de l'appartement. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Anne, là-dessus, ou pas particulièrement? Et sinon, on peut passer aux espaces publics. Alors, je pense que toutes les deux, vous avez des choses à dire sur les espaces publics comme des choses qui peuvent changer. On peut montrer celle de Oui. Thaïlande. De Thaïlande. Thaïlande, c'est-à-dire, je crois que c'est la dernière de Anne, voilà. La Thaïlande. Oui, non, je trouvais que cette image est intéressante, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude en France. L'espace public, déjà, il a parfois tendance à être privatisé, alors utilisé par les habitants et de manière informelle, on n'en est pas encore là. Et c'est des sources d'inspiration quand même pour avancer sur nos manières de penser les villes. Et ça, c'est donc à Bangkok, où c'est un restaurant extérieur qui s'installe pendant 2 heures, entre midi et 2 heures. Il range toutes les tables sur le côté et le soir, il recommence. Et donc, ça répond à plein de... ça répond à des besoins des gens de manger pour pas cher, de manger vite. Enfin voilà, il y a une réponse nécessaire à la vie. Et si je cite François Choé qui dit la rigidité fabrique l'anachronisme, moi je dirais que la rigidité, quand on pense espace public et c'est que pour une fonction, c'est celui de circuler par exemple, à un moment donné on fabrique aussi de l'absence de vie. Et donc je trouve que ces images et ces manières de faire sont beaucoup d'éléments à apprendre. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'on a dans nos villes européennes, on a aussi ce type d'espace. Par exemple, regarde les marchés. Les marchés à Paris, il y a des places entières qui sont des petits squares qui sont faits, qui ont des petits trous dans vous les connaissez tous, certainement à Montpellier, il doit y en avoir aussi, je ne connais pas assez bien, où on a des petits clapets, tu sais, où tu as des gens le matin qui arrivent, qui mettent tous les petits pilotis, et ça y est, le marché se fait, il se défait à 1 heure. Je pense que ce qui est important, c'est que l'espace public soit vraiment le moteur de mise en place de l'urbanisme.
et d'un urbanisme qui soit dans le temps au code ouvert, et sur lequel le verre comme infrastructure est réellement puissant et parlant. C'est-à-dire, c'est pas de la blague. Il faut vraiment qu'on arrive là. On est en train de faire une agrocité à Ivry-sur-Seine, c'est la première couronne parisienne, dans lequel réellement il y a à peu près 45%, tu vois, d'espaces non construits, ce que tu appelles les espaces en blanc. Et ça part d'une volonté qu'on a dessinée avec les habitants. C'est-à-dire qu'ils nous demandaient, ils étaient demandeurs d'abord d'un paysage productif, d'une ville qui puisse produire. Mais là, on rentre encore dans un autre type de débat, la question de l'agriculture urbaine en ville, professionnalisée, et avoir des espaces aussi pour que nous, on puisse le faire en tant qu'habitants. Mais c'est toujours la question de l'espace public, et c'est l'axe structurant de n'importe quel projet public aujourd'hui, en lien avec le paysage, la pleine terre. Pour continuer avec ce que tu fais, est-ce que tu peux nous montrer la slide numéro 3 de Carmen, c'est-à-dire le parking Saint-Roch, parce que vous le connaissez tous, mais je trouve que cette diapo montre bien à droite. Bah, c'est à toi de l'expliquer, Carmen. Ah non, celle d'avant, voilà. Oui, là, effectivement, donc il y a 5 ans maintenant que le concours a été lancé, où le parking est fait depuis 3 ans, je pense, qu'il est en exploitation. À l'époque, le cahier de charge du concours était un parking, un silo. Un silo, ça veut dire un parking qui est en surélévation pour tant de voitures. Étant placé là où il est, étant donné la taille de la chose, parce que c'est en plein centre-ville historique, à 2 pas de la Comédie, c'est un bâtiment quand même qui fait presque 9 étages et 200 de large, enfin vous le connaissez tous. Il fallait vraiment et en lien avec l'évolution de la mobilité, on a dû vraiment réfléchir d'une manière différente, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors aujourd'hui, la question des espaces capables comme ce parking-là, par exemple, l'équation a été faite de mettre des mètres cubes de béton en plus, de manière à ne plus avoir un parking de 2,10 mètres de hauteur, mais avoir 2,60 mètres. Ce qui demain peut être du logement en cloisonnerie sèche, du logement ou du bureau, ou un équipement public, etc., ou même une centrale de logistique urbaine, puisqu'on est en plein à côté des voies ferrées. Donc là, pour ces volumes capables, ce qui est important, c'est simplement de mettre les structures à l'extérieur, évidemment, en portant sans façade, avoir des façades qui soient évolutives. Je vois Sylvie qui à l'époque bossait à la CERN sur ce projet-là, des façades évolutives qui se épaississent ou qu'on peut rendre plus opaques ou moins opaques en fonction de ce qui va se passer demain, s'il se passe quelque chose. Des flux, on parlait tout à l'heure de ce problème de comment on adapter. Si les flux sont tous vus, c'est beaucoup plus facile. Ils passent par des plateaux là, comment on appelle ça, bandejas, enfin bref, oui. Ça permet demain de les recomposer autrement, d'en rajouter d'autres si on en a besoin, etc. Donc voilà. Et après, vous avez à gauche l'image de ce que ça peut être demain. Ça, c'était le concours bas carbone EDF, dans lequel on peut voir que les commerces du rez-de-chaussée peuvent devenir un marché, le marché du troc, le marché de ce que les gens voudront faire comme marché. Et dans la partie supérieure, chose qui est en train aujourd'hui de se faire, on va mettre en place enfin la centrale de production photovoltaïque qui va alimenter une partie de la ZAC du centre-ville. Est-ce qu'on pourrait voir la slide numéro 4 de Anne, c'est-à-dire l'aménagement. Ça va tomber. Tu attendais? Non, je ne sais pas sur quoi ça va tomber. Eh ben voilà, c'est moi qui décide. Voilà, parce que ça c'est un exemple. Moi, je voulais juste rebondir, si tu me permets, avant que tu expliques de quoi il s'agit, Oui, sur la notion de plateau dont tu viens de parler, Carmen. Il y a donc un plateau. Les plateaux sont des choses qui permettent de reconfigurer assez facilement les espaces. Et j'ai vu par exemple à Barcelone beaucoup de zones, beaucoup d'anciens hangars, anciennes usines, etc., où il y a des cloisons qui peuvent se déplacer, ce qui permet de réaménager l'espace différemment. Et toujours dans les concours du monde, on a remis un prix à des gens qui proposaient dans des bureaux qui ne sont pas utilisés complètement, de mettre à l'intérieur une coquille qui permettent d'installer autre chose pour héberger des gens de façon temporaire. Mais je ne veux pas te gâcher. Non, mais maintenant ça paraît assez classique. Je pense que vous dites bon bah oui, c'est une boîte dans une boîte, c'est courant et tant mieux à la limite. Mais je trouve que ça répond à 2 questions. C'est réhabiliter, donc c'est conserver l'existant et pour un nouvel usage. Mais il y a aussi la question de l'économie de chauffage et d'énergie, c'est-à-dire qu'on a imaginé des petites boîtes dans la grande boîte, donc des espaces qui font entre 12 et 15 mètres carrés, donc très flexibles,
qui sont en plus loués avec des baux précaires. Et du coup, ça permet, voilà, face à un futur incertain et on ne sait pas combien de temps les sociétés vont rester et puis qui va venir s'installer, de répondre à une certaine demande et d'être très flexible. Donc voilà, ça c'est à Nantes, c'est un ancien karting et c'était parmi, encore une fois, les premiers à réaliser, enfin je sais pas si c'est parmi les premiers, mais c'était assez quand même novateur pour, disons, à une échelle métropolitaine pour réaliser ce type d'aménagement. Donc aujourd'hui, ça répond aussi à l'occupation transitoire, et on en parlait tout à l'heure d'urbanisme transitoire. C'est mêler l'architecture à l'urbanisme. Eric. C'est des photos de ce lieu qu'on aurait dû mettre. Eric. Moi, je voudrais la troisième de mes slides. Fun Palace. Alors, on va le voir. C'est un architecte, c'est un architecte qui s'appelle Cedric Price, qui a vécu entre 1935 et 2003, si je ne me trompe pas, et qui avait conçu l'image que vous voyez au-dessus, qui est un espace flexible et indéterminé pour des arts, avec des grues qui bougent les choses et qui permettent d'avoir des différentes parties en fonction des besoins. J'ai mis le centre Pompidou en dessous parce que spécifiquement, le centre Pompidou s'est inspiré de cette proposition de Cedric Price, qui a été considéré comme un des architectes les plus innovants de l'époque. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Fun Palace, avec un S, ça existe encore, et c'est un week-end qui s'appelle de démocratie culturelle, qui a lieu tous les mois d'octobre, depuis une quinzaine d'années, depuis 2013, si je ne me trompe pas, et sur le même principe. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a eu 1367 Fun Palace, 32 800 personnes qui ont contribué à l'organisation et 450 000 participants, toujours autour de la notion de fête culturelle dans des espaces qui bougent. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est là qu'on retrouve l'espace et le temps qui s'enrichissent et qui jouent l'un avec l'autre d'une certaine façon. Donc on a vu des appartements, des aménagements de halls d'un certain niveau, mais moi je voudrais aussi parler, si vous me le permettez, des villes. Ce qui m'amène à la slide suivante des miennes, voilà. Alors Burning Man, qui a entendu parler de Burning Man? Bon, Burning Man, c'est une fête qui a lieu dans le désert du Nevada, la semaine du 1er septembre, et c'est des gens qui se réunissent pendant 7 jours, et vous avez d'un côté le plan original, de l'autre côté le plan de cette année, et chacun arrive avec sa proposition, enfin chacun, les gens qui veulent, de construction. Et ça, c'est une construction, j'aurais pu en prendre de 500, c'est celle-là que j'ai choisie, de construction de cette année. Alors, ce qui est intéressant cette année, c'est qu'il y a eu le New York Times a emmené un prix Nobel d'économie qui s'appelle Paul Romer, et qui s'occupe des villes et qui a été fasciné et qui pose exactement les questions qui ont été posées par Anne et par Carmen, qui est, alors selon lui, la question de Paul Romer, c'est qui est-ce qui fixe les règles? Donc c'est la question un peu c'est pour ça que je t'ai dit qu'on en reparlerait plus tard. Alors qu'est-ce qui fixe les règles? Et pour Paul Romer, l'anarchie ne permet pas de passer à l'échelle. C'est-à-dire l'anarchie, ça marche bien à un petit niveau, comme éventuellement le trottoir, mais ça ne permet pas de faire une ville. Et donc, en fait, ce système, les organisateurs ont un plan, les gens sont tenus de respecter le plan, et même maintenant, il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'il y a une grille tout autour pour rattraper les ordures que le vent emporte et pour qu'elles ne polluent pas le désert. Donc maintenant, on a même enfermé cet espace vivant. Alors ça, c'est fascinant parce que c'est une ville qui dure 8 jours et qui recueille 70 000 personnes, en tout cas cette année. Donc je dis que voilà qui est intéressant. Est-ce qu'on pourrait avoir la slide suivante? En fait, c'est du pipi de chat. Cette image, donc c'est la Kumbh Mela en Inde, c'est 3 semaines, enfin 55 jours, et il y a 120 millions de personnes qui viennent et qui occupent cette ville pendant seulement 55 jours. 120 millions de personnes pour une ville temporaire. Alors,
je vous ai montré, c'est un pèlerinage, et c'est un pèlerinage extrêmement important pour les Indiens parce que ça a lieu tous les 4 ans. Et ceux qui se baignent dans la jonction du Gange et de je ne sais plus quelle autre rivière font l'économie de la métempsychose, de la réincarnation pendant 1000 ans. Donc ils sont tranquilles pendant 1000 ans. Pour nous, ça correspondrait à quelque chose comme l'immortalité, mais dans un autre système de pensée. Donc la motivation est forte. Mais je trouve extraordinaire qu'on ait tous les 4 ans une ville de plus de 100 millions d'habitants qui dure quelques semaines. Est-ce que mais vous avez d'autres choses à dire sur les villes, les villes temporaires, mais peut-être qu'elles ne feront pas 120 millions d'habitants. Là, j'ai tiré gros tout de suite. C'est marrant parce qu'on revient, donc c'est intéressant ce que tu dis parce que tout d'un coup c'est un espèce d'électrochoc. Vous imaginez ça ici à Montpellier ou à Barcelone? Mais alors ça me fait penser quand même, et je reviens sur cette question de l'espace public. À Barcelone par exemple, la plage, toute la frange qu'on a de sable, elle permet des usages multiples. Tu as je ne sais combien de terrains de sport qui se mettent en place l'été. On a tous les meetings, souvent des meetings politiques, on a des concerts, on a les gens qui se baignent. Et régulièrement, ça change suivant les heures. On a quand même des espaces publics qui permettent, peut-être pas d'avoir 120 millions, quoique je suis pas sûre, je sais pas combien de touristes arrivent sur l'usage. Tiens, ça serait intéressant de le voir d'ailleurs. Je pense qu'ici aussi à Montpellier, il doit y avoir des espaces qui permettent le long des rives du Lez, avoir tout d'un coup une capacité. Après, la question sanitaire, tout ça, je ne sais pas comment on règle ça. Ça, j'avoue que les déchets non plus. Mais et ça, c'est de l'espace public aussi, c'est de l'espace non construit. C'est ce que tu disais, le non construit. Non, mais ça me pose la question de l'urbanisme temporaire. Est-ce qu'on peut parler d'urbanisme? Et oui, c'est vrai que c'est une ville temporaire malgré tout. Et étonnamment, ça me fait penser à... bizarrement, parce que là c'est un lieu de pèlerinage et de fête à toutes les villes, tous les pays qui sont constitués aujourd'hui de majorité de bidonvilles et qui sont l'urbanisme informel et qui sont... est-ce qu'on parle d'urbanisme réversible? Il y a 30 ans, on aurait dit oui. Quand il y avait Habitat, il y a des... je sais plus, pas des conférences, mais tous les 10 ans, il y a des conférences d'habitat organisées par l'ONU. Il y a 30 ans, les bidonvilles devaient être éradiqués. Aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas les éradiquer, qu'il va falloir vivre avec. Et donc, on se dit comment aider les populations locales pour faire avec elles. Donc, on revient toujours à cette question de planification et urbanisme informel, refaire avec. Et moi, c'est quand même la question que je me pose quand on sait qu'au Tchad, 99% de la ville est une bidonville. Après, on peut aussi se poser la question des flux migratoires et de toutes les villes. Il y a environ 2 milliards de personnes qui vivent dans des bidonvilles. Oui, 2,5 milliards même. Donc, c'est vrai qu'on est dans un moment où, comme on a une vision globale de la planète et qu'on sait qu'elle va s'urbaniser, c'est vrai que cette question d'urbanisme réversible ou de comment on va habiter la planète, moi, j'ai pas la réponse, mais tout en sachant que cette question de réversibilité et d'être en état d'esprit, d'être ouvert vraiment à faire collectivement, oui, ça, j'en suis convaincue. Carmen a la réponse. Non, pas du tout, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas la réponse, mais effectivement, ça me fait penser aussi à toute la question des bidonvilles, par exemple, et qui sont aujourd'hui repris par les archis comme exemple de l'organisation de la co-construction collective spontanée des uns et des autres et des habitants, qui commence à faire aussi un peu, on commence à remonter ça pour étudier la manière de mettre en place des villes. Non, je pensais pas à ça. Je pensais à la question de ce que tu viens de dire, c'est la surdensité. Je crois qu'aujourd'hui, on devrait systématiquement... On sait parfaitement que d'ici les années 50, c'est-à-dire dans 30 ans, on va être 70% d'urbains à vivre en ville. Comment se fait-il qu'on continue à construire encore des bâtiments qui ne sont pas capables de supporter 4 ou 5 étages de plus? Comment se fait-il qu'on n'arrive pas aujourd'hui à gérer cette question de la densité, tout en sachant qu'on ne peut pas continuer à s'étaler urbanement? Quels sont les nouveaux outils? Quelles sont les nouvelles... Forcément, des villes minérales difficiles qui ne supportent pas cette résilience de l'eau quand il y a des pluies torrentielles, etc. Enfin, il y a toute une question sur la manière réellement infrastructurelle de faire nos villes. Et je pense que la question de la verticalité en fait vraiment partie. Parce que ces villes, enfin, ces exemples que tu montrais comme ça, des temporaires, etc. Demain, on devra vivre comme ça. Alors comment on gère? On devrait d'ores et déjà le gérer. Depuis des années, on devrait le faire. On ne le fait pas. La question de la verticalité, même de nos sous-sols, l'intelligence des sous-sols. C'est pas vrai qu'on le fait pas, si tu me permets. Les Chinois le font. Ah oui, ils construisent des milliers de gratte-ciel. Oui, non, mais je veux dire, c'est peut-être pas la bonne réponse.
mais ils abordent la question. L'Europe construit 0,7% de gratte-ciel de plus, alors que les Chinois en construisent l'année dernière 20% de plus que ce qu'ils avaient, quelque chose comme ça. C'est-à-dire la croissance est exponentielle en Chine, un peu en Asie et beaucoup moins en Europe. On n'aime pas ça. Oui, et c'est pas une question d'aimer pas ça, c'est que les gens sont formés aussi. Il y a une culture, si tu veux, d'une défense de vivre un peu autrement et non pas mis dans des cages à lapins de n'importe quelle manière. Enfin, il y a ça aussi. Hein. Il n'y a pas un État qui les oblige à vivre comme ça. C'est pas autrement. C'est pas aussi toute la question de la ruralité qui part en ville pour pouvoir avoir du boulot et on loge comme on peut. C'est un peu différent. Mais effectivement, je pense que quand même, il y a une question sur cette notion de verticalité, que ce soit tant dans les sous-sols que comme là-haut, qu'il va falloir qu'on résolve et qu'on commence à penser. C'est pas normal qu'on ait à éventrer régulièrement nos rues pour passer des réseaux, des tubes, des machins, on sait pas ce que ça va être le futur. On arrive à faire des trottoirs de 20 mètres de large et on n'arrive pas à passer un tube de collecte pneumatique. C'est quand même dramatique. Enfin, je veux dire, il faut qu'on arrête là, les smart cities et ça commence par une intelligence des sous-sols, avant toute chose. Et cette intelligence, les smart cities, l'intelligence, c'est les humains, c'est les gens, c'est nous. Non? Enfin... Oui, non, moi j'aurais une vision totalement inverse sur la question, de dire mais est-ce que construire vertical et habiter de manière verticale, est-ce que c'est écologique aussi? Oui, et encore, on a démontré que la densité n'était pas forcément meilleure. Et moi, je pense à tout. Si je pense à la France, je pense à toutes les petites villes qui sont abandonnées parce qu'on a créé un centre commercial, le bourg, il périclite et tout est abandonné. Et je me dis, mais déjà revenir à une échelle où il n'y a plus de désert français, mais où on vient repeupler ces villes et créer un archipel avec des villes en réseau, et il y a tellement de choses à inventer parce que justement Renata disait bah oui, aujourd'hui là les tiers-lieux on peut les connaître, on peut les accepter dans des métropoles, mais dès qu'on va, je vous assure, dans les petites communes, mais ils savent pas ce que c'est le temporaire, ils savent pas ce que c'est la réhabilitation. Pour eux c'est le modernisme, c'est encore être moderne, c'est construire neuf. Donc déjà, si on arrive à repeupler tout ça, je pense après on pourra se poser la question de est-ce qu'il faut construire en hauteur? Parce que les métropoles, j'assure, moi j'en reviens, je me dis, je suis pas du tout convaincu que ce soit le futur. Alors, on en arrive enfin à la question que si je ne pose pas, Vincent va me couper la tête. Et la viabilité dans tout ça, c'est-à-dire comment est-ce que tout ce qu'on vient de voir peut contribuer à améliorer un aménagement durable de l'espace, selon vous? Vous avez 30 secondes. Non, pardon. Après, on repasse la parole à la salle. La viabilité. Moi, j'aime pas durable parce que durable, on vient de voir que c'était un mot problématique. Donc, en anglais, c'est sustainable, c'est-à-dire qu'il peut justement s'adapter, qu'il peut continuer à vivre. Et le mot qui me paraît le plus correct en français, c'est viabilité, c'est-à-dire qu'il est viable aujourd'hui et demain, etc. Donc, et la viabilité, où est l'aménagement durable dans tout ça et dans cette notion que nous avons travaillé depuis une heure de l'architecture et de l'urbanisme temporaire, réversible, capable ou mutable. Répondez à la question de Vincent, si vous voulez dîner. Oui, je pense qu'on boucle la boucle. Moi, je pense que c'est encore un terme que j'ai pas utilisé et qui est important pour moi, c'est la question d'impermanence et de se dire, il faut accepter que rien n'est figé et que c'est comme ça, c'est ça la vie. Et donc, qu'on ne sait pas ce qui va advenir, mais laisser encore une fois du vide et de l'espace pour que l'autre puisse s'exprimer, l'habitant, chacun dans le maillon de la chaîne. Pour moi, pour moi, c'est assez évident et peut-être simple, mais c'est déjà, j'assure, quand on est dans l'opérationnel, si chacun s'écoutait, écoutait tous les intérêts de chacun, je pense qu'on n'en serait pas là. Ça c'est sûr, oui. Des systèmes holistiques de pensée, des écosystèmes transversaux, c'est évident. Et des écosystèmes vraiment ouverts. Oui, et moi je pense que c'est en plus... rien n'est blanc ni noir. Et tu vois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, oui, c'est la verticalité et c'est aussi la réactivation de la ville sur la ville et c'est aussi l'économie circulaire et c'est aussi reconstruire avec les matériaux qu'on déconstruit et c'est aussi réutiliser. Ça fait partie de tout un regard planétaire d'économie de moyens et d'intelligence collective au pouvoir. Question, et après on va une ou deux questions. Et... Madame.
Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, Anne, par rapport aux favelas. Les favelas, c'est de la construction qui est spontanée, qui est donc inorganisée. Et ça m'a fait penser à la photo que vous avez montrée sur Mexico, de ces, je ne sais plus combien de maisons qui sont vides aujourd'hui et qui finalement ont sans doute à un moment donné répondu à un besoin de logement immédiat. Et finalement, est-ce que ce n'est pas plutôt ces constructions qui devraient être faites pour lutter contre les favelas, qui sont des lieux quand même limites au niveau de l'hygiène et du développement durable et de la marque carbone. Et finalement, cet étalement qui a été fait à Mexico, il peut répondre encore à des besoins, mais peut-être que le politique ne pense pas à réutiliser ces maisons qui sont vides aujourd'hui pour faire du relogement ou s'en servir en réversibilité. Il y a plusieurs choses, je pense, dans votre question. En effet, l'urbanisme informel et les favelas, ça peut être très beau, et moi, parfois, ça me fait... Je dis, c'est bon, les architectes qui trouvent ça joli et qui trouvent que le bricolage, c'est à reprendre et qu'il y a des choses à apprendre. Je suis d'accord, mais c'est vrai que les conditions de vie sont intenables, et depuis les années 70, ils se sont battus pour le droit à la ville et avoir accès aux mêmes services que tous. Et c'est pour ça qu'au bout de 10 ans, on vient régulariser les situations. Donc, ce n'est pas la solution. Mais le projet, la manière de faire que j'ai montré n'est pas non plus la solution, parce que c'est très mal construit. Alors, est-ce que sur le principe, et du coup, ça permet de répondre aussi à votre question, monsieur, qui était de dire, mais alors finalement, si on planifie pas comme ça et si on fait pas de l'informel, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Je sais qu'il y a des pays, la France, puisque c'est la Guadeloupe en particulier qui fait ça, mais aussi en Inde, où ils mettent des compteurs, simplement, compteurs EDF plus arrivée des réseaux. Ils font des parcelles et après ça se fait au fur et à mesure en fonction des gens qui arrivent. Donc c'est un entre-deux peut-être qui est une possibilité, parce qu'on viabilise et en même temps on ne construit pas cette comment on appelle ça, une cage à lapin. Mais par ailleurs, ça me fait penser vous irez voir un exemple Elemental. Elemental, c'est Chiliens qui ont inventé un système avec un bâtiment, et en fait, il y a une dent creuse entre chaque bâtiment, et si la famille a envie de s'étendre, il construit la partie entre les deux. Donc il y a une possibilité de... Juste pour terminer par deux images, une image qui est le mode de travail de... Mais non, on doit arrêter. Ah, c'est toi. Ah, pardon. Merci, c'est presque plus une remarque, mais merci d'abord pour la qualité de cet échange, mais et aussi merci Madame Durand d'avoir évoqué les petites villes. Je crois, comme vous, que une des solutions, une des voies possibles, c'est d'aller vers ces petites villes, mais je voudrais juste qu'on évite le terme de petite ville. En Occitanie, il y a 2 métropoles, une très grande qui est Toulouse, une moyenne qui est Montpellier, et il y a beaucoup de villes autres, il y a beaucoup de préfectures, de départements, et ces villes ne sont pas petites, et ces villes, elles se posent la question du recyclage urbain et de la réversibilité des aménagements qu'elles peuvent proposer à leurs citoyens. Et la vraie question, c'est quel bilan économique, quels moyens on met et quels moyens on a pour faire ça. Donc en fait, ma question, c'est est-ce que vous avez, dans vos parcours professionnels, rencontré ces typologies de villes, et est-ce que vous avez pu réfléchir à des solutions telles que vous nous les avez proposées, montrées aujourd'hui dans les métropoles, qui peuvent être adaptables à ces contextes extrêmement tendus d'un point de vue financier et économique? Oui, là justement, je suis en train de répondre à un appel à projet avec le PUCA. Et donc je commence à travailler sur la ville de Tonnerre, c'est en Bourgogne. C'est une ville où Auchan a été inventé. C'est le grand propriétaire de Auchan a ouvert son premier magasin à côté, et ça a créé le grand déclin de la ville. Donc la ville se dépeuple d'année en année. Toutes les boutiques sont vides, c'est très dense, mais tout est vide. Et aujourd'hui, quand on leur évoque des projets d'aménagement temporaire pour faire un effet de levier, de recréer une économie, parce qu'il y a quand même il y a la gare, il y a la chance d'avoir la gare. Donc il y a des Parisiens qui sont intéressés à venir s'installer, ou des Franciliens.
eh bien, voilà, déjà la question du temporaire ou d'un événement qui puisse occuper tous les espaces à un moment donné, ça, ils n'y avaient pas pensé. Donc, c'est très bien que dans votre région, ça prenne. Moi, il y a des endroits vraiment où je suis allée aussi dans le Cantal, mais ça ne leur parle pas. Donc, ils ont un potentiel patrimonial, mais il y a vraiment une sensibilisation et c'est ça qui est super aujourd'hui, je trouve, parce qu'on est en train de un peu pas de boucler une boucle, mais en tout cas de revenir sur des choses qui ont été réalisées. On a tout et il n'y a plus qu'à. Je voudrais terminer par une anecdote. Il y a un taxi qui est très gentiment venu me chercher à la gare, mais il n'avait pas le droit de m'attendre à la gare parce qu'il n'est pas de la municipalité. Un des gros problèmes auxquels on est confronté, c'est qu'on ne sait pas ce dont on parle quand on parle de ville et qu'il y a des découpages. On conçoit les villes comme des choses qui ont des limites, alors que ce dont on a parlé, ce sont les espaces sont animés par des flux. Et pour avancer dans la question qui vient d'être posée, il y a une approche qui est celle des systèmes urbains. C'est regarder quelles sont les mobilités qui ont lieu autour de la ville. Et moi, je crois qu'on peut passer à partir de ça, qui est une approche très intéressante et qui ne tient pas compte ni de la municipalité, ni de la métropole officielle, etc., mais de la réalité des choses. On peut passer à cette notion de ville-région, qui est pas de limite de la ville, pas de limite de la région, mais là où il y a des activités qui sont connectées entre elles. Et le grand intérêt de ça, c'est qu'au lieu de dire que sa ville-région a telle ou telle richesse sur son territoire, on peut dire qu'elle a telle ou telle richesse sur son territoire et en connexion avec d'autres territoires plus ou moins près ou plus ou moins lointains. Il y a une chercheuse qui a travaillé sur les systèmes urbains qui s'appelle Nadine Catan, qui a fait un gros travail sur toute la France et sur Bordeaux en particulier, je vous la conseille. Merci beaucoup Carmen, merci Anne beaucoup et merci à vous pour votre patience. Et Francis, tu donnes la transition toute faite pour la conférence de demain à 14h qui ouvrira le bal, qui s'appelle La métropole et les autres, et qui va justement poser la question des limites de la métropole, avec un laboratoire qui s'appelle POPSU, avec Fabien Blasco, Emmanuel Négrier et Laurent Viala. Pour l'heure, je vous invite, et j'invite Afid à me rejoindre, à une petite expérience toute simple. Vous voyez, il y a des nacelles ici. Ces nacelles ne sont pas posées ici par hasard. Elles sont circulaires parce que la parole doit être circulaire, tout comme cette scénographie-là. Et on va faire un petit jeu de créativité. On va faire appel à votre imagination pour penser cette ville justement de façon citoyenne. Je te laisse présenter. Merci beaucoup. Merci à Carmen, d'abord Francis et Anne pour ces échanges très riches auquel on est confronté quasi quotidiennement avec Clémence, mon associé. On s'appelle Comme Impossible. On est une agence de design urbain et de concertation urbaine. Et en fait, voilà, on a décidé que la concertation devait se passer dans l'espace public. Donc on a designé un banc public, mais un banc public qui, au lieu d'être rectiligne et circulaire, pour que n'importe qui, quand on rentre dedans, on est face à l'autre. Et du coup, on redonne des espaces comme ça de dialogue et de parole à l'espace public. On a peut-être même on est un peu prétentieux, on dit qu'on redonne un peu ces lettres de noblesse à l'espace public en lui redonnant un peu ce rôle d'échange, voire même de co-création. Voilà, donc nous on fait de la concertation et là ce qu'on vous propose c'est de répondre justement sur le sujet qui nous a animés là. On a des petites fiches, vous pouvez venir les prendre, les remplir, c'est très vite, c'est une question. Si je vous dis anticiper les usages pour la ville de demain, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Donc là, vous pouvez tartiner un peu, gentiment. Et de l'autre côté, vous avez une réponse très simple, une question très simple. Si je vous dis ville réversible, quel mot vous vient à l'esprit? Donc on vous invite juste, il y en a deux, des nacelles, une là-bas, ici. Donc on peut même la déplacer, on peut modifier un peu notre espace si vous voulez. Donc ce qu'on vous propose c'est de répondre à cette question. Si je vous dis ville réversible, quel mot vous vient à l'esprit après tout ce que vous venez d'écouter? Chacun le remplit, vous vous asseyez dedans et chacun ensuite à tour de rôle va dire voilà le mot qui m'a été inspiré par cette conférence et s'expliquer dessus. Et ce qui serait intéressant c'est que vous puissiez échanger entre vous également sur ce que vous avez retenu. Voilà. Donc c'est à votre disposition. Et à tout de suite donc. Et mettez-vous dedans, c'est encore, vous allez voir, ça fait quelque chose.
Et d'ailleurs, je vais vous proposer qu'on modifie